Bonjour à celles qui nous et ceux qui nous ont rejoints sur ce webinaire Indigo. Bonjour Mathieu. Bonjour Cécile. On attend encore quelques minutes pour démarrer, que tout le monde arrive progressivement. Bonjour Audi, bonjour Kaïs, Anka, bonjour à tout le monde. Les bonjours sont très dynamiques. Et C'est oui, chouette ça de voir autant d'enthousiasme. Plein d'énergie, c'est top. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Indigo à tous ceux qui nous rejoignent et à ceux qui nous rejoignent pour la 3e fois cette semaine. Merci d'être encore présents avec nous. Et on va passer à peu près 1 heure ensemble, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc on sera avec Marianne. Bonjour Jean-François, je crois qu'on s'est déjà vu hier. Donc on va passer, comme je disais, à peu près 1 heure ensemble en compagnie de Carole et de Marianne qui vont nous partager les coulisses de leur métier de consultante et responsable RSE, que je laisserai par la suite se présenter. Et nous avons également Cyrine avec nous, notre responsable des admissions chez Indigo, qui accompagne les participants qui s'intéressent à nos formations jusqu'au lancement de leur programme. Et donc, elle m'accompagne une fois de plus aujourd'hui sur ce webinaire pour répondre à toutes vos questions, parce qu'on est nombreux, encore une fois, et c'est génial de vous avoir aussi nombreux pour chercher à avoir un impact dans votre futur job ou dans vos futures missions. Bonjour encore à ceux et à celles qui nous rejoignent. Donc, ce 3e webinaire, c'est donc le 3e webinaire de la semaine carrière RSE que j'ai pas lancé les présentations. Oh là là. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez la présentation dans le chat, si vous pouvez me dire? Non, moi je vois rien du tout. Non, non plus. Non, je crois que j'ai un petit bug alors, je n'arrive pas à la montrer. Et pourtant, elle y est bien. Est-ce que tu veux qu'on Elle est bien, il y a bien la présentation. Voilà. C'est bon. C'est bon? Parfait, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est le 3e webinaire de cette semaine Carrière RSE en partenariat avec Jobs That Make Sense, avec qui nous avons le plaisir d'animer donc cette semaine-là, pour vous aider à structurer votre projet professionnel et mieux comprendre les opportunités du secteur. Donc là, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. L'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du chat. Et puis, demain, vous aurez la chance d'entendre enfin une nouvelle voix, la voix de Cyrine pour le 4e webinaire. Donc, je suis, juste pour la présentation, moi je suis Émilie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et celles qui ne me connaissent pas encore, responsable pédagogique d'Indigo. Et avant de commencer, je vais vous partager quelques petits mots sur Indigo pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Et bonjour encore à ceux qui nous rejoignent. Donc, Indigo, c'est la 3e école du campus Maria School, pour la petite histoire. C'est l'école de la RSE et on a 2 autres écoles. On a Lyon qui est spécialisée en innovation et intelligence artificielle, et on a Maestro qui est dédié au product management. Et notre philosophie, c'est de donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. Nous accompagnons des milliers d'apprenants dans leur reconversion en RSE, ainsi que des experts qui souhaitent approfondir leurs compétences. Donc, on a 2 bootcamps chez Indigo. On a le bootcamp RSE et le bootcamp CSRD Climat. Et nos formations sont conçues pour être rapidement actionnables en entreprise. Le bootcamp RSE coupe toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE, et la prochaine promotion est le 19 mai. Donc, c'est un bootcamp de 2 mois qui s'adresse aux personnes en reconversion et également à celles qui sont au poste. C'est un format adaptable
avec un rythme du soir. Ce sont des formations qui sont très orientées vers la pratique, animées par des experts terrain au profil varié. Et nos formations sont inspirées de la méthodologie Maria Montessori, apprendre en faisant. Donc Cyrine, si tu pourras nous ajouter la brochure sur le chat, s'il te plaît, pour les personnes qui sont intéressées. Et juste avant de continuer de laisser la parole à nos intervenants, je vous invite à répondre à un court sondage pour mieux comprendre vos attentes en matière de formation, pour ceux et celles qui n'ont pas encore répondu pour les autres webinaires. Et le temps que vous répondiez à ce sondage. Et Émilie, il y a des petits, je te coupe rapidement, il y a des petits messages juste pour te dire le micro de ton casque. Est-ce que tu peux voir si tu peux le retourner ou alors le pousser un petit peu? Excusez-moi si je vous crie dessus. Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça, Aline et Dalila et Grégory? Est-ce que c'est mieux? Dites-moi en chat. Oui, parfait. Désolée si j'ai crié dans vos oreilles. Trop enthousiaste en plus. Parfait. Eh bien, Marianne, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Écoutez, moi, je suis Marianne Biguetto, je suis consultante RSE en freelance. Je me suis lancée il y a 1 an et demi dans la région du Pas-de-Calais. Et avant, j'ai fait comme vous une reconversion. Donc, je ressens ce que vous ressentez aujourd'hui et dans quel état vous êtes et dans quelle démarche. Donc bravo déjà d'être là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a plus de 100 personnes présentes et qui ont envie de donner du sens à leur job. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et avant, moi j'ai une carrière, j'ai passé 14 ans dans les métiers du marketing, du digital et du e-commerce. Et ensuite, j'ai eu mon réveil écologique et donc j'ai amorcé ma transition pro il y a à peu près 5 ans. Et voilà, donc j'ai choisi de me former et d'engager toutes les démarches que vous êtes en train de faire, je pense, de votre côté. Donc voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Super, on va profiter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Marianne sur le chat. Et à Carole, si tu peux te présenter également. Avec plaisir. Bonjour à tous. Mon côté, c'est plutôt un pur produit, on va dire, développement durable, parce que je suis tombée dans la marmite il y a maintenant plus de 15 ans. Et j'ai fait toute ma carrière et mon parcours en développement durable, à la fois dans des grandes sociétés que tout le monde connaît bien, comme voilà, Danone, Ikea, Sanofi, JC2Co. Mais aussi, j'ai été consultante et à contrario de Marianne, qui est consultante indépendante, de mon côté, j'ai connu le monde du conseil RSE dans un cabinet de conseil. Donc, ce sera aussi intéressant de parler de ces deux types de consultants. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours en poste, toujours directrice développement durable. Et j'accompagne aussi les entreprises dans leur stratégie en tant qu'advisor ou, on va dire, board member de conseil d'administration. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai beaucoup recruté, j'ai beaucoup accompagné le grandissement des équipes et j'ai fait les gens évoluer. Et donc, ravie de répondre à toutes vos questions et de pouvoir vous guider au maximum dans vos prochaines étapes de carrière. Il y a déjà d'ailleurs des premières questions pour vous dans le chat. Tu veux qu'on réponde maintenant ou... Oui, vous pouvez déjà. Alors du coup, moi, quand j'ai amorcé ma reconversion, alors en fait, on parle souvent de reconversion pro, mais finalement, en fait, c'est plus une transition. Parce qu'effectivement, toutes les compétences que vous avez déjà, elles vont vraiment vous servir dans le futur métier, que ce soit responsable RSE ou consultant RSE. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous avez fait avant n'a pas servi à rien et ça va vraiment vous servir au quotidien. Donc ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert et ce qui m'a... Enfin, j'ai eu... en tout cas, la preuve que mes compétences d'avant, on a toutes les compétences qu'il faut pour changer de métier et pouvoir évoluer. Donc ça, c'est chouette. Et j'ai fait effectivement une formation certifiante. En fait, j'avais demandé à mon employeur de faire une formation diplômante et ils m'ont refusé parce que ça demandait d'être absent 1 semaine par mois. Donc, du coup, j'ai fait une formation certifiante qui s'est allée sur 1 an.
Mais voilà, après, il n'y a pas une formation. En fait, ce n'est pas une formation, c'est vraiment après des formations. Je continue toujours de me former, d'aller chercher plus loin, de me spécialiser, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des formations. C'est clé pour pouvoir déjà vous donner confiance et aussi connaître les sujets dans le détail et être opérationnel, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Super, merci Marianne. J'espère que tout le monde entend vous bien m'entendez pas bien? Marianne. Je Ouais. crois que c'est Adeline, mais Elodie a l'air vu qu'elle t'a remercié, elle a l'air de t'avoir Donc entendu. ça va, ouais, ok. Et avant, en fait, je suis passée par le poste de chef de projet RSE, juste après ma reconversion et ma formation. Donc j'ai passé 1 an et demi en entreprise sur ce poste-là aussi. Donc voilà. Donc je pourrais aussi vous donner mon ressenti là-dessus. Oui, Super. peut-être juste pour vous dire, super. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très focalisé sur responsable RSE, consultant RSE, mais les métiers sont bien plus larges et il existe 1001 autres façons de contribuer aux enjeux développement durable d'une entreprise, d'un cabinet de conseil, d'une organisation, d'une ONG, des pouvoirs publics, par exemple. Donc, c'est vraiment à chacun de se poser les questions et de se dire, comme le disait Marianne, d'où je pars et fort de mon bagage, où est-ce que je peux être le plus utile et comment je vais essayer de combiner ces enjeux-là et mon expérience passée avec ce que je voudrais faire demain. Donc aujourd'hui, on est très focalisé sur responsable RSE, consultant RSE, mais fort heureusement, ce n'est pas les seuls métiers qui existent. Ceux-là sont très transversaux, mais vous pouvez avoir des métiers aussi très techniques et très experts. Vous pouvez être responsable marketing durable. Marianne parlait de compétences en marketing. Vous pouvez faire des achats responsables. Vous pouvez être un expert de l'analyse de cycle de vie ou de l'éco-conception, comme vous pouvez être un expert du calcul de bilan carbone, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de métiers très généralistes, mais dites-vous que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un parcours généraliste qui peut s'appliquer à tous. Si vous avez déjà une expertise, au contraire, vous pouvez aussi la mettre en pratique dans une entreprise ou vis-à-vis de l'entreprise cliente en tant que consultant. Et voilà. Je vois que j'ai une petite question sur la différence entre directrice développement durable et RSE. Alors ça, c'est un vaste débat. En gros, pour la faire courte, parce que chacun se fait plaisir un petit peu avec son petit wording, normalement, en tout cas, moi, le wording auquel je m'attache le plus et qui me paraît faire le plus de sens, c'est véritablement développement durable. Parce que qu'est-ce que j'aime dans développement durable, c'est qu'on parle de développer durablement une entreprise. Et donc, ça veut dire qu'on va prendre les enjeux de RSE, parce que RSE, alors c'est pareil, certains pensent que c'est responsabilité sociétale d'entreprise, d'autres appellent ça responsabilité sociale et environnementale. Donc, ça crée une mix. Normalement, RSE, effectivement, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on pourrait résumer par le fait qu'une entreprise se comporte, agit, opère durablement et de façon en responsabilité. Ce qui n'a rien à voir avec le fait, par exemple, d'avoir un business model, un produit, un service qui va répondre aux enjeux de développement durable et qui va en faire un vrai vecteur de croissance ou d'opportunité business pour l'entreprise. Et donc, moi, je préfère le développement durable parce qu'on sort de la juste responsabilité de l'entreprise en tant que je suis une entreprise responsable. Mais quand je parle de développer durablement mon entreprise, j'ai vraiment cet enjeu business qui est au cœur de la fonction ou de la vision qu'on a du sujet, parce que je veux faire en sorte que le développement durable soit un véritable avantage compétitif pour mon entreprise et que ce soit un vecteur de croissance. Donc, la plupart des gens ou la plupart des jobs, quand vous allez voir RSE, développement durable, ça veut souvent dire un peu la même chose, mais effectivement, il faut gratter et on voit un peu dans l'offre de poste quelle est finalement la vision que l'entreprise a de ces sujets-là. Pour moi, en tout cas, c'est une vision et après une application un peu différente. Donc, j'aurais tendance à préférer développement durable pour ma part. Ouais. Quand on entend responsable RSE, ça fait plus tout de suite réglementaire et pas. Enfin, c'est la responsabilité que l'entreprise a sur le développement durable et pas une démarche à incarner complètement. Mais après, en vrai, c'est juste du vocabulaire. Oui, parce que si vous regardez une fiche de poste aujourd'hui d'un responsable RSE, par exemple, vous allez avoir aucune fiche de poste qui va être similaire. Parce qu'en fait, l'entreprise va mettre dans ce responsable RSE ce qu'elle a besoin de faire et qu'elle a besoin d'opérer dans l'entreprise. Et donc, des fois, ce responsable RSE, quand vous lisez la fiche de poste, il va être en charge du plan de mobilité, du calcul de bilan carbone, de la gestion, des consommations d'énergie. Donc, finalement, on pourrait challenger en disant, en fait, c'est un poste de responsable environnement et pas un poste de responsable RSE. Normalement, un poste de responsable RSE, ça doit avoir une vision
holistique, donc à 360, donc vous devez retrouver des sujets qui vont être sociaux, environnementaux et business. Les fameux 3P, People, Planet, Profit. Et en gros, si on n'a pas ces 3 piliers, ça veut dire qu'il y a un prisme qui est pris par l'organisation parce que les besoins sont un peu différents. Ça ne veut pas dire que ça va pas évoluer vers un prisme plus global, mais en tout cas, vous pouvez déjà avoir conscience que les besoins de l'entreprise vont être, comme le disait Elodie, très compliance. Donc, si on est dans le traité de la CSRD, il faut faire le pilotage et le monitoring des réglementations, s'aligner avec tel et tel texte. On va sentir que l'entreprise est un peu sous pression sur la partie compliance et il faut avoir conscience que ce que vous allez devoir faire au quotidien va être très orienté compliance, peut-être dans les 6, 12, 18 premiers mois avant de pouvoir s'élargir. Donc, c'est intéressant de regarder un peu, parce qu'aucun poste responsable RSE aujourd'hui ne se ressemble, on va dire. Ça dépend vraiment de ce dont l'entreprise a besoin et de ce qu'elle va mettre à court terme pour répondre à ces enjeux. Beaucoup se construit aussi. Oui. Non, t'inquiète pas, vas-y, je t'en prie, Marianne. Effectivement, ça répond à la question d'Anka qui disait, et le côté social de la RSE, effectivement, tout le volet social est hyper important dans les enjeux de développement durable. Et vous avez beaucoup d'objectifs sociaux comme l'inclusion, l'égalité, etc. Dans les objectifs de développement durable, il y a aussi du social, bien sûr, bien évidemment, de l'intégration sur le territoire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui comptent et ça compte autant que la partie environnement. Donc, il y a aussi, effectivement, la RSE, c'est très large et ça englobe tous ces sujets. Donc, c'est là où c'est passionnant parce que dans votre métier, vous allez, en fait, en tant que responsable RSE ou même consultante RSE, on ne travaille jamais sur les mêmes sujets. Les semaines ne se ressemblent pas. Je ne sais pas toi si Carole, c'est pareil. Mais en fait, il y a une semaine, on va être concentré sur un sujet. Et puis, la semaine d'après, on va faire complètement autre chose. Et c'est ça qui est hyper riche parce que c'est un métier qui est, enfin, voilà, où on touche à beaucoup de sujets et du coup, c'est passionnant. Juste pour rebondir sur le sujet un peu social, la plupart du temps, les entreprises, c'est vrai qu'on va manquer de compétences sur les sujets environnementaux, sauf si vous avez des fois des fonctions, vous avez de la qualité, santé, sécurité, environnement. Mais sinon, le responsable RSE fait au départ beaucoup d'environnement. Le social, normalement, dans toutes les entreprises, vous avez une DRH, vous avez une direction des ressources humaines. Pour autant, c'est pas forcément une direction qui a pris complètement la palette des sujets, on va dire, développement durable en lien avec le social. Et donc, c'est là aussi où ce que dit Marianne est très juste, c'est-à-dire que nous, en tant que responsable RSE, on doit pousser un petit peu tous les sujets, mais l'objectif, c'est pas de se retrouver à être celui ou celle qui va tout faire. L'objectif, c'est qu'on puisse réintégrer dans chacune des fonctions, avec leur niveau de maturité progressif, ces enjeux-là. Donc, typiquement, Marianne parlait d'inclusion, de diversité, même si on parle de handicap, égalité homme-femme, les salaires, je dis n'importe quoi, la maladie dans le secteur, enfin, dans l'entreprise. Tous ces sujets doivent progressivement retourner dans la fonction RH, mais on a en tout cas notre responsabilité qui est de les faire avancer, de les faire émerger, de les mettre en musique. Donc, en effet, on fait un peu de tout, mais on est surtout le chef d'orchestre qui va s'assurer qu'on va pérenniser l'entreprise et rendre toutes les fonctions les plus autonomes possibles sur ces enjeux-là demain. Et donc, comme tu le dis, Marianne, il n'y a aucune journée qui se ressemble parce que on peut passer le matin notre matinée avec le comité de direction pour valider la nouvelle stratégie, l'après-midi être sur le terrain pour aller discuter si jamais on a une usine avec les équipes santé, sécurité ou qualité. Plus tard dans la journée, être en brainstorming avec la direction achat pour s'assurer que les critères RSE vont être intégrés dans la façon de sélectionner les fournisseurs. Donc, c'est une palette et c'est ça aussi qui est un peu demandé dans ce type de métier comme compétence, c'est cette écoute, cette agilité, cette capacité à parler à une multitude d'interlocuteurs pour pouvoir effectivement vous adapter aux différentes fonctions que vous avez face à vous et de faire mouche et leur donner envie de vous suivre et d'embarquer dans cette transformation. Parce que la particularité de ces jobs, RSE, enfin consultant RSE ou responsable RSE, c'est que vous n'avez aucun management direct sur les fonctions avec lesquelles vous travaillez. Enfin, le consultant est encore plus, c'est encore plus le cas parce qu'il est externalisé, mais en tant que responsable RSE, vous devez vraiment donner envie, engager, convaincre et avoir cette endurance et cette vision que vous portez et sur laquelle vous fédérez tout le monde, parce que personne ne travaille directement pour vous. Vous n'avez pas d'équipe, enfin voilà, les RH, les achats, le marketing ne travaillent pas pour vous en direct. Donc, il faut savoir fédérer tout ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous expliquer la différence entre justement les métiers de responsable RSE et de consultante RSE dans le quotidien?
Moi, je dirais en quelques mots, la vraie distinction, parce que quand je réfléchissais à cette question, au départ, je m'étais dit, tiens, le consultant, c'est celui qui va aider à la prise de décision. Mais non, en fait, le responsable RSE, il est là aussi. C'est vrai que le consultant, c'est un maillon de la chaîne supplémentaire qui est en amont et qui est à l'extérieur. Mais parfois, on est aidé de consultant, parfois, on ne l'est pas. Mais il n'empêche que dans les deux métiers, on va devoir… c'est des métiers qui aident à la prise de décision de l'organisation. Est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on gère nos risques? Comment est-ce qu'on crée des opportunités? Comment est-ce qu'on va pérenniser le business? Comment on fait attention à la planète, aux gens et au volet social et économique en même temps? La vraie différence, c'est qu'il y en a un qui est vraiment acteur en interne et donc qui porte aussi ce changement sur ses épaules et qui a ce rôle de responsable. Je suis aussi responsable d'incarner et d'impulser le changement. Là où pour moi, un consultant externe va être responsable de vous faire des recommandations, de vous aiguiller, de vous aider, mais ce n'est pas lui qui porte le changement sur ses épaules pour faire avancer l'entreprise de l'intérieur. Il va être un facilitateur, un guideur, un accélérateur, il va vous faire gagner du temps parce que vous allez lui déléguer un certain nombre de missions. Voilà, spontanément, après Marianne, tu vas sans doute compléter avec ton rôle de consultante aussi. Ouais, je suis en phase avec toi, effectivement. Le consultant, il est là pour répondre à un besoin ponctuel de l'entreprise, effectivement, s'il n'y a pas la compétence en interne ou tout ça. Donc, c'est important de pouvoir apporter une vraie expertise. Et voilà. Et ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, on peut changer d'une mission à l'autre, on change de client, on change d'univers, on change de secteur d'activité, on change de… Voilà, donc c'est très riche. Mais c'est aussi riche, j'ai envie de dire, que le poste d'un responsable RSE où on a une feuille de route et on a effectivement toute la palette des sujets à traiter. Donc, moi, dans les deux, je trouve qu'il y a beaucoup de richesse et c'est hyper intéressant. Voilà. Après, dans le job de consultant RSE indépendant, effectivement, il faut trouver ses clients et je dirais que c'est la partie qui est la moins facile. Donc, si vous avez la possibilité d'être aussi consultant au sein d'un cabinet déjà existant, voilà, ça vous évitera de faire toute la partie prospection client qui prend quand même beaucoup de temps. Et voilà, mais en tout cas, c'est très riche, les sujets sont très variés et je pense qu'effectivement, si vous avez une expertise sur un sujet ou dans un secteur d'activité, aujourd'hui, c'est très, très demandé d'être expert sur voilà, un sujet parce que quand on fait appel à un consultant, voilà, c'est sur un sujet bien précis. Donc voilà. Juste peut-être pour rebondir sur tes propos, en effet, cette capacité, cette compétence à vendre, à savoir vendre, est indispensable finalement dans les deux rôles. Bien sûr, en tant que consultant, parce que, comme le disait Marianne, en tant qu'indépendant, il faut pouvoir aller chercher ses clients, donc il faut les convaincre, il faut les écouter, et puis il faut transformer l'essai pour avoir des missions. Mais quand vous êtes consultant aussi au sein d'un cabinet, vous faites du commercial, entre guillemets, tous les jours, même si vous êtes à un niveau junior. Quand vous êtes en lien avec vos clients, le travail, la qualité de travail que vous faites, l'identification des enjeux que vous faites avec eux va vous aider à enchaîner potentiellement les missions. Après, quand vous avez un rôle de manager dans un cabinet de conseil, vous avez vraiment là des objectifs commerciaux. Donc, il va falloir, pareil, aller fidéliser des clients, aller chercher des nouvelles missions. Mais il n'empêche que cette capacité à vendre, à donner envie, à écouter et à faire avancer les choses, soit parce que je signe pour une mission, soit parce que je signe pour une stratégie, ça fait partie de n'importe quel job. C'est-à-dire que même en entreprise, en tant que responsable RSE, vous vendez au quotidien. Donc, cette capacité à vendre, voilà, encore une fois, à écouter, à donner envie et à transformer l'essai, c'est des qualités que vous allez retrouver de part et d'autre. Et j'ai vu qu'il y avait une question qui disait comment est-ce qu'on commence par le conseil, par l'entreprise. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai commencé donc par l'entreprise, j'ai commencé chez Danone. Et après, pour X ou Y raison, mon poste est arrivé à son terme. Je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi. Et à l'époque, un cabinet de conseil cherchait quelqu'un avec une expertise agroalimentaire. Donc, j'arrivais avec force de mon expérience chez Danone pour apporter et aller contribuer à des missions agroalimentaires. D'ailleurs, j'ai retrouvé Danone comme client en tant que consultante dans ce cabinet. Et après, je suis repartie dans le monde du corporate. Et donc, selon où vous en êtes, en tout cas, moi, j'ai une de mes recommandations, c'est que les deux métiers sont hyper complémentaires. Et moi, je trouve que c'est une vraie richesse. Quand je recrute des personnes, en tout cas pour toutes les équipes que j'ai constituées par le passé, j'ai toujours privilégié, quand c'était possible, d'avoir des gens qui étaient à la fois passés par le conseil et à la fois passés par la réalité du monde économique. Parce que dans le conseil, on ne va pas se mentir, vous avez une multitude de clients, une multitude d'enjeux, une multitude de sujets. Vous faites du benchmark à longueur de journée. Donc, vous apprenez très vite, très bien.
vous savez organiser vos idées, vous voyez un peu tout ce qui se passe dans le monde, vous êtes capable de monter en compétences très rapidement sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est une vraie richesse pour n'importe quelle entreprise après. Pour autant, des fois, ce que je vais un peu reprocher aux consultants, en tout cas ceux qui n'ont pas du tout d'expérience, on va dire terrain ou corporate, c'est justement d'être un peu hors sol, d'être un peu déconnecté de la réalité, d'être très fort dans le fait de faire des recommandations et des beaux PowerPoint, mais d'avoir pas vraiment une véritable idée de concrètement comment je vais pouvoir implémenter. Et donc, des fois, on a un peu des recommandations qui sont un peu pas forcément calcables avec la réalité d'une entreprise, où les décisions se prennent des fois un peu plus lentement qu'on aimerait, où il faut convaincre, où il faut avancer, où les budgets sont gelés, etc. Donc, je trouve en tout cas que quelqu'un qui a eu à la fois la partie réalité terrain entreprise et montée en compétences rapide et vision très globale de ce qui se fait sur le marché à travers du benchmark dans le cabinet de conseil. Et pour moi, en tout cas, c'est des profils assez riches. Mais encore une fois, donc l'un peuvent s'auto-nourrir, comme on peut se dire, je suis consultant, j'adore ça et je fais ça toute ma vie, ou je travaille en entreprise et je fais ça toute ma vie aussi. Ça dépend vraiment après de où est-ce que dans quelle direction vous voulez aller et comment vous voulez bâtir un peu vos prochaines étapes d'évolution. Et quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées l'une et l'autre, et aussi justement les grandes réussites, les avantages de chacune de vos postes? Moi, la difficulté, du coup, j'en ai parlé un petit peu dans le chat. Il y a quelqu'un qui me posait la question comment on fait quand on cherche un poste en RSE voilà, pour se reconvertir. Et il demande toujours 1 ou 2 ans minimum d'expérience dans le domaine. Donc, effectivement, c'est pas facile parce qu'il faut que quelqu'un vous fasse confiance. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu catalogué. Quand on n'a pas fait ça avant, les gens ne veulent pas forcément vous recruter alors que vous avez des compétences. Vous avez toutes les compétences qu'il faut pour. Donc, c'est pas facile. Donc, moi, j'ai essayé de postuler effectivement sur des CDI, des postes de CDI, de chef de projet RSE. Voilà, je prétendais pas être responsable RSE, même si en termes d'âge et en termes de compétences au global, oui, j'en aurais la capacité. Mais du coup, j'avais visé du coup un poste plutôt en dessous, au sein d'une équipe RSE, pour apprendre le métier. Et en fait, que j'ai postulé à plusieurs CDI. À l'époque, quand j'ai cherché, voilà, à chaque fois, on me disait, oui, mais j'ai quelqu'un qui a déjà de l'expérience en face de vous, qui a déjà de l'expérience en RSE. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire? Est-ce qu'il faut que je recommence à faire un stage? Comment je peux faire pour aller gravir la petite marche qui va me permettre de faire la vraie transition pro? Et donc ça, c'est vraiment, vraiment pas facile. Donc, je pense que certains, vous avez peut-être été déjà confrontés à ça, mais il faut s'accrocher. Donc, moi, j'ai décidé, je me suis dit, si les CDI, ça marche pas, est-ce que j'essaierais pas des missions d'intérim ou des missions en CDD? Et donc là, j'ai décroché un CDD. À la base, c'était pour 6 mois. Au final, je suis restée 1 an et demi. Ensuite, ils m'ont proposé un CDI. Voilà, donc accrochez-vous, c'est possible de trouver, voilà, en tout cas un job, c'est possible, mais effectivement, la période de transition n'est pas facile. Et sinon, en termes de difficultés, en tant que consultante RSE indépendante, la grosse difficulté que j'ai, moi, c'est de prospecter, de trouver des clients. Voilà, là, ça fait que 1 an et demi que je me suis lancée. Je ne vis pas encore de mon activité. Après, je suis dans une région qui n'est pas forcément... voilà, je ne suis pas dans une grosse ville, donc c'est pas forcément... j'ai pas forcément autant d'opportunités que si vous êtes dans une région où les entreprises sont très demandeuses de missions. Mais voilà, c'est un combat au quotidien. Il faut être hyper réactif. Voilà, la prospection, c'est dur, c'est un métier. Vraiment, j'ai l'impression d'être commerciale de moi-même parfois. C'est pas facile. Donc voilà, il faut taper à toutes les portes. Pour la prospection, j'avais des questions, mais comment vous y prenez? En fait, faut aller vers toutes les opportunités, toutes les possibilités. Il faut élargir votre réseau. Enfin, il faut avoir un très très bon réseau. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire connaître, à publier des articles, aller à un maximum d'événements. Ouais. Et même aussi être parfois, moi j'ai une partie de mon métier qui est bénévole aussi, où j'interviens, j'essaye de me faire connaître au sein de collectifs, d'associations, voilà, pour déjà se faire connaître et faire en sorte que les gens pensent à vous s'ils ont une mission et ils se disent, tiens, je connais une référente sur ces sujets, tiens, je vais peut-être la contacter, etc. Donc,
Voilà. Et donc, moi, je reste convaincue que moi, j'avais essayé d'intégrer, en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais, j'avais essayé d'intégrer le département RSE. Et je reste convaincue que la mobilité interne, ça reste vraiment la clé, la voie, je dirais, la plus facile et peut-être la plus simple au début, parce que vous connaissez bien l'entreprise dans laquelle vous êtes. S'il y a des possibilités d'intégrer l'équipe RSE ou des équipes qui travaillent sur ces sujets, vraiment, n'hésitez pas. Pour moi, ça aurait été la voie la plus facile et la plus simple pour se reconvertir, parce qu'ensuite, après, vous avez des compétences, vous avez eu un poste dans ce métier-là, et c'est plus facile après d'aller chercher une autre mission. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de faire une mobilité interne, c'est la voie, je pense, la plus facile, et être intrapreneur. Si vous n'arrivez pas à avoir un poste en RSE dans votre entreprise, moi, ce que j'avais commencé à faire sur les conseils de Caroline de chez Birdeo, en fait, c'est d'être intrapreneur. C'est-à-dire, vous portez ces sujets, vous avez envie de porter des sujets autour de la RSE, du développement durable, mais faites des actions. Essayez à votre échelle, sur votre poste, dans les autres départements, essayez d'embarquer les gens, de créer un collectif, voilà. Et commencez par semer des graines, et ensuite, vous aurez des portes qui vont s'ouvrir. Là-dessus, moi, j'aimerais juste compléter, parce qu'en effet, tu dis des choses très justes, et là, je le dis plus avec le prisme de celle qui a créé, constitué et donc recruté pour des équipes développement durable, le CDD. Toutes les entreprises sont en chemin. La plupart d'entre elles n'ont pas encore les moyens et les budgets de se dire « Ok, on y va, on va vraiment créer un CDI ». Et donc, moi, c'est ce que j'ai dit à toutes mes équipes et à toutes les personnes que j'ai recrutées autour de moi. À chaque fois que j'ai pu commencer à négocier et constituer mes équipes, j'ai jamais demandé un CDI tout de suite. Parce que de toute façon, ça fait peur à un employeur qui va vous dire mais attendez, on n'est pas sûr, mais la feuille de route n'est pas construite, ça part tellement dans tous les sens, etc. Donc, le CDD, c'est la bonne façon. Et je ne dis pas que c'est un CDD de 3 mois. Hein. À chaque fois, j'ai négocié des CDD de 12, 18 mois pour que ce soit aussi intéressant pour la personne qui allait postuler. Et en fait, c'est une bonne façon pour l'entreprise de tester le besoin d'avoir ce type de profil dans l'organisation. Et quand vous avez passé effectivement 6, 9, 12, 18 mois à créer des choses, à faire avancer, c'est beaucoup plus facile après de convertir en CDI, et de dire là, on a vraiment un vrai besoin. Et donc, cette personne, elle est là depuis un an et demi, elle fait bien le job, elle est parfaitement qualifiée, elle nous connaît bien. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir un CDI dans cette voie-là. Donc, en effet, je rejoins complètement Marianne sur le fait de dire ne cherchez pas le Graal et le CDI dès demain matin. Un CDD, des missions courtes peuvent vous permettre, bien sûr, d'emmagasiner de l'expérience, mais de finalement aider et d'avancer avec la maturité d'une organisation et d'avoir après un CDI qui va être converti. Et sur la mobilité interne, j'ai un exemple aussi très clair de mon côté. J'étais à l'époque directrice développement durable chez JC-Deco et j'ai quelqu'un qui se présente dans mon bureau et qui me dit moi je viens de l'équipe finance. J'ai toujours voulu faire du développement durable, j'aimerais intégrer votre équipe, est-ce que c'est possible? Au départ, je me dis, elle n'a aucune compétence en développement durable, elle veut venir dans l'équipe, c'est un peu compliqué, mais je dis, écoute, je réfléchis, pour l'instant, je n'ai pas de poste ouvert, mais je reviens vers toi. Et en fait, parce que j'avais déjà d'autres expertises dans l'équipe, des gens plus compétents et plus capés en expertise développement durable, je me suis dit qu'elle arrivait avec un background financier qui était hyper précieux et utile pour nous, qui voulions être encore plus robustes sur la partie performance extra-financière. Et donc, je lui ai fait confiance, je l'ai recrutée, enfin en tout cas, elle a bougé d'une équipe à l'autre. Et elle est maintenant la directrice du pôle extra-financier du groupe JC-Deco. Et je crois qu'elle est, depuis que je suis partie, ils ont bien étoffé l'équipe encore. Donc, elle doit avoir peut-être 5, 6, 7 personnes dans ses équipes. Donc, c'est pour vous dire et pour rejoindre Marianne sur le fait de n'hésitez pas, osez, faites savoir que c'est des jeux qui vous intéressent. Et puis, en effet, si ça ne fonctionne pas et s'il n'y a pas d'opportunité à court terme, en tout cas, on ne viendra pas vous chercher si vous n'avez pas manifesté votre intérêt pour les sujets. Donc, faites-le savoir. Si ça peut fonctionner, tant mieux. Sinon, comme le disait Marianne, en effet, l'intrapreneurship est aussi hyper intéressant. Il y avait juste une question tout à l'heure dans le chat qui me paraissait intéressante et je voulais juste rebondir dessus, qui parlait de l'aspect humain et s'il fallait se former à tout ce qui était change management humain. Donc là, tu parles à une convaincue, c'est-à-dire que moi, mes premières gammes et mes premières années d'école à la fac, à l'université, ont été autour des sciences humaines et sociales, de tout ce qui est psychologie, sociologie, anthropologie, etc. Et donc, je reste convaincue que des personnes qui ont seulement un background théorique
techniques, mais qui ne comprennent pas l'humain, qui ne comprennent pas comment fonctionne un système, donc c'est-à-dire un groupe, un collectif, comment on arrive à convaincre un individu, un collectif, un groupe, on passe à côté de quelque chose et en tout cas, on ne se facilite pas la tâche pour accompagner le changement. Donc pour moi, tout ce qui relève des sciences humaines et sociales, du management individuel et collectif, sera toujours un atout supplémentaire pour vous pour accompagner ce type de démarche, parce que vous allez faire mouche plus facilement et vous allez réussir à embarquer les équipes, à les convaincre. Donc le capital humain et l'investissement sur le changement, sur le capital humain est clé. Donc là-dessus, vous pouvez largement vous former, lire et continuer à vous nourrir là-dessus. Ouais. Merci Marianne et Carole pour vos précieux conseils, qui j'espère va vraiment pouvoir vous aider. J'ai une petite question pour vous dans le chat. J'aimerais bien savoir si vous deviez choisir aujourd'hui, si vous seriez plutôt responsable RSE ou consultant RSE. Vous pouvez taper A ou B sur le chat, histoire de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Un peu des deux, hein. On a vraiment des deux. Et comment savoir si on est fait plus pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que vous avez une idée, un conseil à partager sur ça, Carole ou Marianne? Si justement ils hésitent à... Voilà, il y a Grégory qui dit A, B. Comment savoir comment aller vers l'un ou l'autre métier? Bon, comme je Qui sont disais, complémentaires. Hein. On peut être l'un puis l'autre. J'ai envie de dire, il faut l'avoir testé pour le savoir, parce que tant que vous n'avez pas en tout cas vécu ces métiers de l'intérieur, c'est aussi difficile de s'y projeter. Et ça peut être très cyclique, c'est-à-dire qu'on peut avoir adoré avoir fait des années de salariat en tant que responsable RSE et au bout d'un moment vouloir se mettre à son compte et vice-versa. Je dirais qu'il faut avoir conscience. Alors là, je parle plus en tout cas avec mon expérience quand on est consultant dans un cabinet. Vous avez un collectif autour de vous. Vous avez donc des collègues dans le cabinet de conseil. Vous avez donc d'autres sachants. Vous pouvez partager. Là où le responsable RSE, on va pas se mentir, des fois, vous arrivez, c'est une création de poste. L'entreprise, bonne nouvelle, a créé un CDD ou un CDI. Et vous êtes le seul sachant dans l'organisation. Donc, faut pas se leurrer sur le fait que vous avez une sacrée pression. Et donc, il faut être capable de gérer la pression, de pas exploser en vol. C'est-à-dire que on se sent souvent des fois un peu seul. Il y a quand même beaucoup de solitude dans les personnes qui ont ces jobs à impact, de développement durable. Parce que vous êtes aussi un peu tout seul, vous vous enfoncez des portes, vous essayez de faire avancer une organisation qui a ses propres enjeux, qui a ses propres difficultés à changer, à bouger. Tout à l'heure, je parlais de budgets qui sont sucrés, de personnes qui sont plus ou moins durables, d'autres qui s'en foutent complètement. Quand vous êtes en conseil, la bonne nouvelle, c'est que quand les clients viennent vous confier une mission, c'est qu'a priori, ils ont envie d'avancer. Alors après, je ne dis pas que ça va être fait, parce que quand j'étais aussi en conseil, ce qui était hyper frustrant, c'est que vous faisiez une jolie stratégie ou un beau livrable pour le client. Ah, manque de chance, changement de direction, turnover, le projet ne verra pas le jour. Bon, c'est un peu frustrant. Mais à minima, quand un client vient vous chercher dans le monde du conseil, vous savez que le besoin est là, donc ça devrait aboutir à quelque chose. Quand vous êtes responsable RSE de l'intérieur, il faut aussi accepter que c'est un métier d'endurance. C'est un métier d'énergie, de persévérance, et que si vous n'êtes pas celui qui donne le ton, qui porte le sujet, qui fait avancer, qui lève la main en réunion en disant « on n'a pas pensé à ça, là ça me paraît un peu juste, là je ne suis pas d'accord », personne d'autre le fera à votre place. Donc c'est quand même un métier qui nécessite d'avoir compris que il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur vous, il y a beaucoup de choses qu'on va vous demander, et donc il faut être aussi prêt à l'assumer, à vivre avec ça et à bien le vivre. Et en même temps, vous avez des fois des responsables RSE qui sont top, qui sont hyper qualifiés, mais qui se heurtent à une organisation qui ne veut pas avancer. Et ça ne fait pas de vous un mauvais responsable RSE ou quelqu'un où il faut se dire « ah là, mais je suis nul, mais j'y arrive pas, mais je ne comprends pas ». Donc, c'est aussi des métiers, en tout cas en responsable RSE, qui vous demandent aussi une vraie introspection et prise de recul sur vous-même, sur ce qui relève de l'entreprise, ce qui relève de moi-même. Et c'est d'accepter d'être aussi, de faire la paix avec soi-même, des fois sur le fait de dire, je ne sais pas tout, parce qu'on va tous se retourner, on va te regarder, alors, tu as la réponse ?
le développement durable, par définition, c'est une multitude de sujets, c'est évolutif non-stop. Donc, il faut aussi accepter de savoir dire je ne sais pas, savoir dire non aussi beaucoup. Donc, j'aurais tendance à dire qu'un poste de responsable RSE demande aussi peut-être plus de qualité et de capacité dans la communication, l'assertivité, le leadership. Et donc, il faut avoir conscience que vous allez avoir besoin d'avoir un peu ce bagage-là pour porter les sujets en interne. Il y a une question intéressante d'Oriane. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir faire bouger les choses, avoir un impact équivalent avec les 2 types de postes? Moi, je dirais que, comme Carole l'a dit, en fait, quand on est au sein d'une même entreprise, responsable RSE dans une entreprise, effectivement, c'est vous, le chef d'orchestre, c'est vous qui faites bouger, voilà. Alors, parfois, selon la taille de l'entreprise, on a l'impression qu'on est en train de ramer, que ça fait des années qu'on essaie de mettre en place certains projets, ça n'avance pas, etc. Donc, ça peut être hyper frustrant. Mais d'un côté, quand on prend un peu de hauteur et on se dit, tiens, quand même, en 6 mois, on a fait plein de choses. Voilà, donc il faut toujours relativiser. Et puis, si vous n'étiez pas là, personne peut-être ne ferait avancer les projets comme vous les faites avancer. En fait, il faut être hyper tenace. C'est un métier, il faut être tenace, il ne faut rien lâcher. Il faut s'entourer aussi de personnes. Il faut trouver des alliés dans l'entreprise ou aussi en tant que consultante. Il faut vraiment travailler en collectif parce que, moi, j'avais créé un collectif d'ambassadeurs RSE et en fait, qui m'aidait à déployer la feuille de route parce que c'est pas en fait tout seul dans votre bureau avec votre feuille de route, vous n'allez pas y arriver. En fait, il faut s'entourer de personnes dans l'entreprise. Il faut essayer de convaincre au moins 10% des personnes qui sont avec vous dans l'entreprise et c'est elles qui doivent changer et c'est elles qui vont changer leur métier aussi au quotidien. Et c'est à plusieurs et tous ensemble qu'on va réussir à faire avancer les choses. L'idée, c'est pas d'avoir une super belle feuille de route RSE et que personne ne la... Voilà, et qu'il n'y ait qu'une personne qui la mette en place, on fait un beau reporting et puis c'est tout. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble et de convertir et d'embarquer avec vous, de pouvoir embarquer, attirer les gens sur ces sujets qui vous passionnent et de les embarquer. Et ça, moi, je trouvais ça super en tant que responsable RSE d'essayer d'embarquer toute l'entreprise avec vous. Donc ça, c'est chouette. Et attends, j'ai oublié la question du coup. C'était quoi? Je suis partie. Faire bouger les choses. Ouais, et c'est vrai, en tant que consultante, on va répondre à une mission, mais on ne sait pas après forcément si ça va être mis en place, s'il va pas y avoir, comme tu disais, Carole, une restriction de budget. Enfin, voilà. On a un impact après, on répond à une mission, on répond à un besoin à un instant T. Après, si on a une bonne relation client avec son client, on peut savoir un petit peu ce que c'est devenu et si ça a eu un vrai impact. Je pense que quand on est consultant, il faut avoir le plaisir et se satisfaire du besoin accompli. Et moi, la première, quand j'ai fait appel à des cabinets de conseil par le passé, des fois, j'avais besoin d'avancer sur un sujet, de nourrir ma réflexion sur un sujet, mais ce n'était pas la priorité de l'entreprise maintenant. Moi, je savais que c'était important. Donc, en tant que consultant, c'est juste de se dire, j'ai un client, on est venu me chercher, ils ont besoin de ça à un instant T, je le fais. Par contre, je vais peut-être pas forcément le voir dans la presse demain, ça va pas forcément être implanté dès demain matin, parce que ça va vivre au rythme de l'organisation. Après, je voudrais juste rebondir un peu sur ce que disait aussi Marianne avec les groupes d'ambassadeurs et pour avoir fait pas mal d'entreprises. Donc, on a des champions, des ambassadeurs, les sustainability, volontaires dans tous les sens. Moi, je trouve ça hyper important et en effet, c'est hyper porteur et on a besoin que les collaborateurs s'engagent et surtout, tous n'ont pas forcément toujours un impact direct dans leur métier avec les enjeux de développement durable. Donc, ils ont d'autres façons de s'engager et de faire avancer les sujets. À ceci près que si vous avez seulement des groupes d'ambassadeurs où c'est de la base du volontariat, que les gens n'ont pas de poste de responsable, de direction, d'être capable de prendre des décisions, de changer la stratégie, de changer le business model, etc., c'est quand même beaucoup plus long parce que je rebondis aussi sur le commentaire d'Andrea qui dit c'est pas seulement une case à cocher du point de vue de l'entreprise. Non, l'objectif, c'est qu'on soit là pour pérenniser l'entreprise, qu'on concilie les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, parce qu'on reste un acteur économique avant tout. Et pour ça, il faut que le sujet de développement durable irrigue dans toute l'organisation et que les décisions viennent du top, parce qu'un budget annuel, c'est validé par le processus budgétaire et par le DAF à la fin, c'est validé par le ou la CEO. Et donc, si les directeurs fonctionnels ou les responsables fonctionnels ne sont pas impliqués,
On aura beau avoir les ambassadeurs les plus terres et les plus motivés au monde, on mettra peut-être 10 ans à faire quelque chose qui en aurait pris, entre guillemets, 2 ou 3 si on avait eu l'engagement du top management dans l'organisation. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir conscience. C'est quand vous êtes responsable RSE, vous n'allez pas juste animer ou faire travailler ou coordonner des chantiers dans l'entreprise avec des collaborateurs motivés, mais vous allez devoir passer du temps avec les responsables fonctionnels et donc vous mettre quelque part dans leur niveau de discussion stratégique, d'aller pitcher vos présentations et votre stratégie au sein du comité de direction, parce que c'est par ce biais-là aussi que les choses vont avancer et vont s'instaurer durablement dans l'organisation. Et c'est possible, mais c'est du boulot. Et pour rebondir, je suis d'accord avec ce que disait aussi Andrea, que la RSE, c'est pas... D'ailleurs, je crois que tu étais déjà présent, c'était déjà là hier. Une case à cocher, ça doit s'infuser, comme vous l'avez dit toutes les deux, à tous les niveaux dans l'entreprise. On doit transformer le modèle d'affaires de l'intérieur, donc c'est important de l'avoir en tête. J'ai vu une question, pardon Émilie, juste sur les cabinets. Oui, bien sûr. Je vais juste y répondre rapidement. Vous l'avez sans doute vu parce que donc, vous gravitez un petit peu autour de ces sujets de développement durable. On a eu une grosse tendance, entre guillemets, dans laquelle se sont engouffrés les consultants qui étaient l'accompagnement sur la CSRD des entreprises. Donc, les gros cabinets de conseil ou les moyens cabinets de conseil, en tout cas, je ne parle pas de ceux qui sont individuels et Marianne pourra témoigner à son niveau, mais en tout cas, les gros ou les moyens ont beaucoup recruté à tour de bras parce qu'on a vu la CSRD comme une manne économique dingue pour pouvoir accompagner un maximum d'entreprises. Après, on ne va pas rentrer dans le débat de celles qui utilisent plus ou moins la simplification de la CSRD pour arrêter leur démarche, mais tout ça pour dire que comme il y a eu une sorte d'accélérateur et un peu de 3 pas en arrière avec la CSRD, on a quand même beaucoup de cabinets de conseil qui ont recruté et qui ne savent plus trop quoi faire de leurs consultants aujourd'hui. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça continue à recruter, en tout cas dans les grands. Donc, c'est plutôt dans les petites structures qu'il faut, à mon avis, regarder. Celles qui sont peut-être aussi plus locales, comme Marianne, voilà, qui est à titre individuel, mais avec des structures peut-être plus régionales. Après, on a des gros cabinets, enfin des gros. Ça reste des petites boutiques par rapport à des gros cabinets, des fois qui sont des conseils, des auditeurs et après qui ont bifurqué vers le développement durable. Mais voilà, pour citer l'un d'entre eux par lesquels je suis passée, il y a Utopie, il y a des enjeux et des hommes. Il y a plein, effectivement, de petits cabinets de conseil à taille humaine qui continuent à recruter. Après, chacun avec des fois une verticalité ou une spécialisation particulière. Tu citais Tenaxia, on est plus autour effectivement beaucoup de la partie reporting, data, là où des cabinets comme Des Enjeux et des Hommes, Utopie vont accompagner sur toute la stratégie, que ce soit la roadmap, le reporting extra-financier, etc. Donc, j'irais peut-être plus chercher dans ce type de structure à taille humaine sur les créations de postes, à mon sens. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour vous. Si vous deviez vous recommencer à zéro, entre guillemets, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer? Alors moi, en tant que consultante RSE indépendante, j'aurais aimé savoir que j'allais passer 80% de mon temps sur de la prospection client, de la com, pour trouver des clients en fait. Et c'est vrai que c'est une grosse partie du boulot. Et c'est pas la partie que je préfère. Donc voilà, je préfère travailler sur des missions et avoir de l'impact sur mes missions. Donc voilà, mais c'est sûrement parce que c'est le début aussi que je me suis lancée il n'y a pas si longtemps. Voilà. Après, le bouche à oreille se fera naturellement. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, je pense que quand on a un gros réseau et qu'on est déjà bien implanté sur son territoire, ça peut aller plus vite, forcément. Et je pense qu'il faut avoir votre offre de service déjà bien packagée et déjà commencer à prospecter auprès de votre réseau. Faut vraiment en parler autour de vous, vous faire connaître. Voilà, ça c'est à fond. Dès le début, même avant d'avoir fait peut-être votre formation ou faut prospecter avant limite d'avoir fini d'être formé et d'être parce que ça prend du temps. Faut réseauter à fond. Moi je dirais ça. Et puis pas hésiter peut-être à effectivement choisir une expertise, choisir un sujet
vous vous dites, bah, tiens, je vais me spécialiser là-dessus parce que moi, j'ai le côté couteau suisse du responsable RSE et effectivement, bah, c'est pas toujours, peut-être que ça m'aide pas toujours d'avoir cette vision très généraliste. Donc voilà, parfois je me dis, bah, tiens, si j'étais experte sur un sujet bien pointu, peut-être que j'aurais peut-être plus de missions. Enfin voilà, ça fait partie des réflexions et ouais, toujours se former, continuer d'apprendre, ça oui. Ça, c'est les derniers conseils. Continuer de se former et Ouais. c'est Bah là, moi, je regarde aussi pour compléter ma formation, me dire, bah tiens, sur quel sujet il faut que j'aille où je suis pas forcément experte. Oui, ça. Et puis c'est passionnant. Enfin, moi, j'adore me former. Si je pouvais être étudiante à vie, enfin, voilà, ça me un plairait milieu, il faut énormément. toujours être en paye. De nourrir et tout ça. Et effectivement, on peut toujours se former. Enfin, voilà. C'est un métier, c'est quand même des métiers qui sont assez récents. Donc, en fait, on continue tout le temps, on se forme tout le temps. Bien sûr. Ça, c'est un super point. Et en effet, je pense que de toute façon, généralement, ça attire des profils de personnes, comme tu le dis, Marianne, qui ont envie d'apprendre constamment, qui sont curieux. Et donc, ce qu'il faut surtout, c'est conserver effectivement cette curiosité, apprendre de tout et en même temps ne pas rester enfermé dans ces sujets de développement durable. Enfin, même si le développement durable, par définition, c'est hyper large et ça touche à beaucoup de sujets. Mais ce que je veux dire, c'est plus vous êtes curieux, plus vous apprenez, vous êtes je sais pas, vous êtes curieux sur l'artisanat, l'architecture, le BTP, la permaculture, enfin tous les sujets en fait sont bons à prendre. Donc restez curieux et restez ouverts parce qu'en fait dans ces sujets de développement durable, qu'on soit consultant RSE, on a besoin d'avoir une vision la plus complète possible pour faire des recommandations qui soient justes, qui sont pleines de bon sens et qui répondent à un enjeu d'aujourd'hui. On se doit d'être le plus curieux, d'avoir un maximum de culture générale. Pour autant, sans tomber dans cette espèce de course folle à la formation et au contenu. C'est-à-dire que c'est OK si vous ne connaissez pas tout et de toute façon, vous ne connaîtrez jamais tout. Donc, il faut aussi être très en paix avec soi-même en se disant, c'est pas parce que j'ai fait 15 MOOC, que j'ai fait 10 formations, que je me forme tout le temps, que je fais des webinars tous les midis, tous les soirs, que ça fera de moi quelqu'un de meilleur. Bien sûr que vous aurez une meilleure culture générale, mais ce que je veux dire, c'est que ça va aussi, vous allez vous mettre une pression de vouloir toujours courir après la connaissance, le contenu. C'est OK de ne pas tout savoir et vous aurez d'autres personnes qui sauront mieux que vous. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que pas que j'aurais aimé savoir, mais plutôt qui m'aurait peut-être aussi apaisé, comme je le disais, de dire c'est OK de ne pas tout savoir. C'est OK de dire non, je ne sais pas, je reviens vers toi, je vais creuser le sujet ou je vais me renseigner. Et se faire confiance. Et je dirais, quand on vous bloque le passage, quand vous êtes dans une organisation où vous sentez que ça n'avance pas, quand vous êtes plus aligné avec qui vous êtes et où vous avez l'impression que vous pouvez continuer à contribuer, et ne pas hésiter à changer. C'est-à-dire que je vous encourage pas tous à quitter votre job et à switcher du jour au lendemain, mais il faut le faire avec modération et un minimum de prise de risque. Mais je veux dire, la vie est courte et donc il faut être au bon endroit au bon moment et être surtout aligné et avoir envie de se lever tous les matins et faire ce pourquoi on pense qu'on peut contribuer. Et il y a une multitude de choses à faire. Marianne parlait aussi tout à l'heure du bénévolat, des missions pro bono. Enfin, vous pouvez aussi construire votre projet sur la durée et vous dire, là, j'accepte d'être dans un job qui me passionne un peu moins, mais je me forme. En même temps, je suis bénévole, je constitue mon réseau, je commence à faire un peu de prospection, à tester le marché, voir comment mes compétences pourraient être utilisées. Donc, tout ça se prépare, mais c'est OK. La politique des petits pas, c'est aussi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne bien. Et donc, n'attendez pas un changement révolutionnaire du jour au lendemain. Préparez ça étape par étape. Et Marianne le disait très justement, dans l'entreprise ou dans la vie, des fois, on se retourne, on a l'impression que ça ne va pas assez vite, qu'on aurait pu faire plus, pas assez, etc. Et des fois, on se retourne, mais en fait, j'ai déjà fait tout ça en 6 mois, enfin, mon chemin. Donc, mettez-vous un petit plan d'action pour les prochaines semaines, les prochains mois, vos objectifs de la prochaine année, et vous verrez que finalement, vous progressez et qu'il n'y a pas de chemin linéaire. L'objectif, c'est d'y aller à son rythme et tout sera de toute façon bénéfique. Je suis d'accord. La politique des petits pas, je la pratique depuis que j'ai choisi de me reconvertir. Eh bien, merci Carole et Marianne pour cet échange hyper intéressant et en même temps hyper boostant, je trouve. Et vous, dans le chat, c'est quoi votre prochain petit pas pour avancer dans votre projet RSE ? Dites-nous en commentaire. On veut tout savoir.
Merci à vous. N'hésitez pas à poser les dernières questions avant qu'on clôture et à nous dire aussi ce que vous envisagez de faire. Et c'est intéressant de se poser la question, on en discutait hier avec d'autres personnes, de se dire, voilà, qu'est-ce que je commence à faire dès demain? Qu'est-ce que j'arrête de faire? Parce que des fois, on est un peu en mode hamster, on continue à faire des choses qui n'ont pas d'utilité. Qu'est-ce que j'arrête de faire? Qu'est-ce que je commence à faire? Qu'est-ce que je fais différemment? Donc, voilà, poser ces questions, y répondre, ça peut permettre aussi un peu de se challenger et de réorienter l'impact de vos actions à court et moyen terme. Je viens de vous envoyer. Mieux se connaître, c'est important, se poser des questions. Je voyais, il y avait des bilans de compétences, etc. Ouais, il faut se reposer des questions sur ce que vous avez envie de faire comme job. Les avantages, les inconvénients aussi. Parfois, on a des contraintes aussi personnelles, on a des contraintes de niveau de vie, etc., où on ne peut pas tout changer comme ça d'un coup. Donc, il faut prendre en compte tous ces critères et vous dire, tiens, quelle est la meilleure solution pour moi? Ça peut être aussi faire le job que vous faites aujourd'hui, mais dans une entreprise qui a plus de sens, une entreprise qui est engagée, voilà, sans faire forcément de la RSE proprement parler. Donc, il y a vraiment plein d'options possibles et selon vous, en fait. Ça dépend vraiment de... Il n'y a que vous qui pouvez apprendre à mieux vous connaître et savoir ce qui vous correspond, en fait. Je viens de vous envoyer un petit document pour vous aider à réfléchir, justement. Plus on est aligné avec qui on est, où on veut aller, plus on retombe un peu dans maintenant ces concepts qui ont été un petit peu très utilisés, qui est le leadership authentique. On est tous un leader en nous, on impacte tous dans la vie privée, dans la sphère amicale, dans le bureau, dans le boulot. Et donc voilà, être le leader que vous voulez être, rester authentique, fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez faire, c'est le plus important parce que c'est comme ça que vous allez continuer à briller et à avoir le plus d'impact. Et voilà, comme le disait Marianne, c'est la politique des petits pas. Et puis, et voilà, surtout savoir où on va. Enfin, poser son chemin, donc avoir sa propre réflexion et y aller à son rythme, c'est l'essentiel parce que vous êtes aligné avec vous-même et donc vous nourrissez pas une frustration interne de ne pas aller assez vite ou dans l'endroit où j'aimerais être. Donc, et généralement, ce qui permet de manager son stress, c'est l'action. Donc, call to action, Émilie, c'est parfait. Et en parlant de c'est là où les petits pas sont hyper importants, en fait, parce que c'est un petit pas demain vers une reconversion, vers un métier qui a plus de sens pour vous, et il ne faut pas lâcher. Suivez vos envies, suivez là où vous avez envie d'aller. Voilà, tout est possible. Donc, il faut juste se mettre en ordre de marche et un jour, vous allez récolter les fruits de toutes les graines que vous semez dans ces petits pas. Donc, et en parlant de... Pardon, je vois juste que Nadia, a priori, nous fait un petit coucou, en tout cas d'Afrique. Et voilà, moi, je suis aussi au Sénégal et je sais que l'Afrique a tellement de belles choses à faire et à poursuivre. Donc, ravie de voir aussi que ça prend de partout. Les leaders qui veulent bouger les lignes sont aussi, bien sûr, sur le continent africain. Donc, c'est super chouette. Ouais. Et en parlant de petits pas, ça peut être juste un message, parfois que vous envoyez à quelqu'un pour le remercier de vous influencer positivement tous les jours. Ça peut être pour justement demander une opportunité, pour échanger sur un partenariat ou autre. Et justement, Carole et Marianne, où est-ce qu'on peut vous joindre? S'il y a encore des questions qu'on n'aurait éventuellement pas traitées. Par les réseaux, sur LinkedIn, sur LinkedIn, par mail ou autre, avec plaisir. On apparaît sur LinkedIn, donc avec téléphone. N'hésitez pas à les contacter directement sur LinkedIn. En tout cas, merci Carole, Marianne pour cet échange inspirant. Et merci à toutes et tous d'avoir été encore avec nous aussi nombreux aujourd'hui. Donc demain, c'est le dernier webinaire, cette fois-ci avec Cyrine. En tout cas, à bientôt sur ce prochain webinaire Indigo. Merci à tous, merci d'être aussi nombreux à vouloir avoir un impact. Merci Émilie, merci à tous et bravo pour vos questions. Et bon courage et bravo pour bonne continuation à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.